Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de Mimi 44 de la deuxième saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Stéphane. Bonsoir. Alors, comme on l'a vu Stéphane la semaine dernière, eh bien nous allons reprendre notre discussion sur cet optogramme. Qu'est-ce que c'est? Quel est le rapport entre l'optogramme et l'intelligence artificielle? Et puis je crois qu'après tu vas nous parler de Jimmy Guilleux et on finira sur cette fameuse délégation de 9 robots qui se sont pointés tout simplement devant le siège de l'ONU pour nous faire un peu la morale. Alors déjà donc, l'optogramme, qu'est-ce que c'est? Alors ça ne me parle pas. L'optogramme, en fait, c'est la l'image qui serait imprimée au fond Ah oui, d'une d'accord, rétine, d'accord. parce que la rétine est photographique, et donc tout ce que vous regardez, finalement, vient se tous les électrons viennent comment on appelle ça, s'impacter au fond de votre rétine. Et donc, il y aurait ce fameux mythe du mort qui verrait son assassin et dont Ouais, on pourrait effectivement voir l'assassin, le visage de l'assassin, si on pouvait voir le fond de la rétine. Et c'est un sujet qui date hein, vraiment oui, oui. au moins de deux Ça siècles. remonte au moins au 19e siècle, hein. Ouais, ouais. Exactement, parce que le premier chercheur scientifique à s'intéresser à cette image du fond de la rétine, c'est le professeur Kuhn, comme comment ça s'appelle, les cornichons, qui en 1877 avait travaillé sur un œil, sur plusieurs yeux de bœuf. Et visiblement, parce que l'intérêt de l'œil de bœuf, c'est qu'effectivement, la rétine est quand même assez conséquente. Et c'est à partir de là où il avait pu déterminer qu'il y avait une image au fond de ces rétines. Après, il y a eu beaucoup de littérature en science-fiction où là, ils ont repris ce principe justement pour pouvoir retrouver le meurtrier, la dernière image de la victime. Il y a aussi eu des films hein, et des séries comme, là j'ai découvert ça en lisant l'article, Mystère de l'Ouest ou Fringe ou Doctor Who, hein, qui utilisent ce principe, là, tu vois, voilà, Tout à fait. de l'image. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Eh bien, Bah, je tu vas parle me le de dire. ça parce que on va y arriver. Tout à l'heure, tu disais que la voiture volante, c'est une voiture du futur, mais de 2023, eh bien, l'optogramme, figurez-vous, c'est peut-être une technique qu'on va pouvoir mettre au point dès 2023. Avant d'arriver à la technique, il faut que je fasse un petit tour du côté de la société NVIDIA, qui a inventé le principe du NERF. Alors, le NERF, c'est le Neural Radiance Field, donc avec mon anglais, je vais la faire en français, donc le champ de rayonnement neuronal. Le principe, il est super simple, c'est qu'à partir de plusieurs photographies d'un même sujet, en connaissant la position des appareils photo, on est capable en fait de faire une image 3D de la personne. Et c'était un processus qui était quand même relativement long, où il fallait plusieurs heures, voire même plusieurs jours de traitement avant de pouvoir obtenir un résultat qui soit vraiment, vraiment fiable. Et NVIDIA a un petit peu révolutionné finalement le principe, au même titre que c'était Kodak qui avait créé les appareils photo instantanés, c'était dans les années Ouais. 40, Les fameux Polaroids, les fameux Polaroid, tout à fait. voilà, qu'on a connus, toi et moi étant enfants, forcément. Exactement, ouais, c'était génial ça. Mm. Imaginez une époque où il n'y avait pas d'appareil numérique, vous preniez votre photo, bah là, celle-ci, hein, et puis il y avait une petite feuille qui sortait, et hop, on la séchait comme ça, et on avait l'instantané. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu le principe, parce que NVIDIA a finalement trouvé à améliorer son système grâce à l'intelligence artificielle. C'est ce que je vous disais en introduction de cette émission qu'on allait reparler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Grâce à l'intelligence artificielle, il arrive à réduire justement le temps de traitement, et c'est pour ça qu'ils appellent ça l'instant nerf.
au même titre qu'on avait les appareils photo instantanés. Et à partir de 4 clichés, ils arrivent tout simplement à bien modéliser ce personnage et en faire une image, une 3D, une scène 3D. Alors je vous laisse regarder donc là à partir de ces 4 images, tout simplement. Voilà. Et c'est ça la scène 3D, hein. C'est une scène qui est figée où on peut finalement faire le tour comme ça. Là aussi, hein, c'est utilisé ce principe-là dans beaucoup de films Oui, policiers où ils reconstituent des c'est ce que scènes de j'allais crime. dire. Vortex en français, qui est sorti dernièrement, je crois même qu'il doit être Ouais. sur Disney+, qui utilise cette technologie pour revisionner la scène de crime. Donc, Mais même, tu l'as même dans Matrix. Tu as dans un certain nombre de bah oui. films comme ça. Comme Matrix, les sœurs Wachowski l'ont abondamment utilisé dans leurs films. Tout à fait. Donc déjà, juste ce système d'instant nerf, moi je trouve ça génial. Alors, j'ai pas l'impression que ça soit encore accessible au grand public. Là, j'ai vu qu'il y avait un tuto il fallait installer tout un programme, etc. Donc c'est encore un peu lourd en termes d'utilisation. Mais si je reviens à mon optogramme, eh bien, des chercheurs ont, comment dire, associé l'instant nerf avec justement cette image rétinienne. Et donc, Fameuse persistance cette- rétinienne, c'est pardon. ça. Et donc, à partir de là, ils ont reconstitué l'image qu'il y a au fond de l'œil, tout simplement depuis une photographie. Alors, il y a déjà quelques essais de geeks qui ont repris des photos d'artistes où on voit bien les reflets du fond de l'œil, etc. Et là, vous allez voir là, l'exemple qu'il nous donne, qui est plutôt sympa, où on va voir dans le fond de l'œil de cette jeune fille. Alors, on y voit une espèce de chien avec un seau ou un pot de. Voilà. Alors, effectivement, on est d'accord, c'est flou, c'est le tout début de la technologie, mais quand même, on y est. C'est-à-dire qu'à partir de cette image, ils arrivent à faire une représentation 3D de ce qu'a la demoiselle en face d'elle. Ah oui, c'est impressionnant. Mais alors, cette image, c'est ce qu'elle voit en face d'elle, c'est ça, donc. C'est C'est pas ça. un souvenir. Voilà, Non, d'accord, ok. c'est pas un Ok. souvenir. Logiquement, c'est ce qu'elle voit au fond d'elle. Et d'ailleurs, là, on voit même un visage avec un nez. Tiens, ça, je l'avais pas vu. Donc, Ah oui, on dirait bien, oui, effectivement. ouais, là, une oreille. Donc, donc le système, il est là, en fait. Encore une fois, on touche du doigt la SF, hein. C'est-à-dire Hmm. que là, c'est pas encore complètement au point, mais dans quoi, allez, dans moins de 10 ans, on aura tous une application sur notre téléphone. Hop, on prendra dans le fond de l'œil, et puis, on déterminera tout un tas de choses, et peut-être le nom du meurtrier qui n'aura jamais été Ouais, et retrouvé. d'ailleurs, tu sais que ça me fait penser, je crois que c'est une nouvelle de, comment il s'appelle? Je cherche un auteur du début du 20e, fin 19e siècle, Edgar Allan Poe. Voilà, c'est ça. Il me semble qu'il y a une nouvelle d'Edgar Allan Poe sur ce sujet-là, avec la fameuse persistance rétinienne, je vais y arriver, qui désigne justement ce meurtrier. Voilà. Et je sais aussi qu'il y a un épisode de Fringe, ils l'ont cité tout à l'heure, je me souviens avoir vu un épisode de Fringe, où une enquête est résolue grâce à ça, grâce à cette technologie utilisée pour extraire l'image du fond de l'œil, justement. Voilà. Je ne sais plus en quelle saison c'était, parce qu'il y avait 4 saisons, Ouais, mais alors très bonne série c'était aussi, Fringe. c'était celui de 2008, un des épisodes de 2008. Donc voilà. De toute manière, un D'accord. conseil, regardez toutes les saisons de Fringe. Vous ne Bah perdrez oui, pas votre oui, temps très très cet bon. été Ouais. si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment. Excellente série. Ouais, 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 moi je la mets dans les top 3. Bah, c'est simple, hein, il y a mon top 1 Ah, qui est là, complètement. Doctor Pareil. Who, Fringe top 2. Donc, et top 3, X-Files. Voilà. Et moi, X-Files en numéro 1, je pense Fringe en 2. En 3, je sais pas ce que je mettrais. Peut-être du Stargate. Bon, à voir. Pourquoi pas? Ouais, il arrive juste en 4, le Stargate. Bon, bah, tu vois, les goûts relativement communs. Exactement. Donc voilà, bon, j'ai trouvé cet article plutôt sympa. Donc tout ça, encore une fois, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui permet de faire de l'instant nerf.
et derrière, toutes les applications possibles et C'est ça. Alors imaginables. justement, tu vois, la question est sur les applications. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ça, à part peut-être, pour des cas très occasionnels, solutionner peut-être un crime, tu vois. Mais en même temps, si le criminel a un visage masqué, ça ne servira à rien. Comme pour les caméras vidéo d'ailleurs, hein, en passant. Bon, donc à quoi ça peut bien servir ce genre de technologie? Je me pose la question. Hmm. Ouais. Bon, Là comme après, ça, la recherche scientifique, c'est bien, on fait ouais, avancer la ouais, ouais. science. À quoi ça peut servir en termes d'application? Voilà. Peut-être qu'on l'a pas encore, hein, tout simplement, cette application. Peut-être qu'on l'aura simplement dans quelques décennies. Ouais, oui, une fois qu'on aura la technique, on trouvera. Et peut-être qu'on ira plus loin que la dernière image rétinienne. Après, tu vois, ça sera Peut-être. l'idée, ça sera de revenir sur une persistance rétinienne beaucoup plus ancienne. Ouais, peut-être. Mm. Peut-être arrivera-t-on Ouais. à peut-être remonter des vies antérieures grâce à l'examen de l'œil, qui sait. Ce serait intéressant, Bon, imagine. ça, ce serait génial. Ouais, un très bon. On peut rêver. Voilà le prochain scénar à la mode. Bon, bah, ceux qui Remonter. nous écoutent, là, ils ont déjà plein d'idées pour monter des business, hein, des Ouais. scénarios, lancement de location de voitures volantes. Voilà. Bon, on veut toucher les royalties quand même, hein. On Mm. l'indique en passant. Et allez, en parlant de royalties, tu as participé à plusieurs Bah, depuis le articles numéro 5, Oui, dans Génération Cité d'Or, dont c'est un ça. très bon article avec Charlie Sanson sur ce numéro spécial Jimmy Guilleux. C'était c'était déjà en 2020, et en 2020, ça faisait déjà 20 ans que C'est notre ça. ami Jimmy Guilleux avait disparu. Parce que bien, toi, Stéphane, tu étais un fan inconditionnel de Jimmy. Comme toi, puisque je vois ses romans derrière toi. Mm, Donc mm. voilà. Donc bon, on connaît bien cet auteur, on connaît bien ses romans, on connaît bien aussi ses recherches ufologiques. Donc en fait, en 2020, à l'époque des repas ufologiques, donc lorsque je les animais à Paris, donc j'avais organisé effectivement une conférence pour rendre hommage à Jimmy Guilleux, puisque bah, il nous avait quittés, donc ça faisait 20 ans en janvier 2020. Donc bah, j'ai tenu à lui rendre hommage, donc en faisant une conférence, j'en ai fait une deuxième en province par la suite. Et donc, à un moment donné, bah, j'ai pu, par le plus grand des hasards, pouvoir aussi échanger avec toi et tu m'as proposé de pouvoir écrire cet article dans Génération Cité d'Or, donc à partir du numéro 5, où j'ai pu devenir un collaborateur régulier de ce fabuleux magazine qui est Génération Cité d'Or. Voilà. Alors, Jimmy Guilleux, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une page Facebook, en fait, il y en a même deux. Bon, une qui est consacrée plus au roman et l'autre qui s'intitule, comme on le voit à l'écran, OVNI, ufologie paranormale dans l'univers de Jimmy Guilleux. Voilà, donc ça c'est celui sur les romans, enfin celle sur les romans, la page. Donc en fait, il se trouve que je fais partie des administrateurs, aux côtés de Patricia Marquardt, qui est la fondatrice de ces pages et qui anime ça aussi. Alors, il y a tous les passionnés de Jimmy qui sont présents, hein, y compris des gens comme Guy Tarade et quelques autres. Voilà. Ben moi, il se trouve qu'en tant que passionné, j'y poste régulièrement des fiches consacrées au roman, où je résume le roman, je le replace un petit peu dans l'historique, dans la chronologie des personnages, et puis surtout, bah, je développe un petit peu les thèmes qu'il utilise dans ses romans, alors que ce soit consacré à l'ufologie, évidemment, mais aussi tous les autres sujets liés à l'étrange qu'il développe. Par exemple, j'ai posté aujourd'hui donc la nouvelle fiche consacrée à un de ses romans qui s'appelle C'est L'agonie du verre, qui est un roman effectivement qui part d'un allez, un fait divers des années 50, 54 même, je crois, où on nous parle justement de la fameuse pare-brisite, un fait insolite né aux États-Unis un petit peu avant, qui s'est importé ensuite ou exporté plutôt vers l'Europe. En clair, il y avait justement des pare-brises qui explosaient soudainement, sans cause réelle et sérieuse. Et donc, bah, il y a eu des enquêtes qui ont été menées, mais qui n'ont pas forcément apporté beaucoup de faits concluants. Et puis, ça a disparu comme c'est arrivé. Voilà, donc voilà un vrai mystère. Donc je me penche un petit peu, je développe l'approche, tout ce qu'on en a su après la sortie du roman. Donc je donne un petit éclairage historique, j'apporte des faits, etc. Comme je le fais sur la plupart des fiches que je poste sur les romans consacrés à Jimmy Liu. Voilà. C'était le petit clin d'œil et l'hommage qu'on lui rend donc de manière régulière et ce qui va encore continuer bah, pendant un certain temps jusqu'à ce que j'ai fait tous les romans, bien sûr. Là, tu nous mets l'eau à la bouche quand même. Ces pare-brises, pourquoi est-ce qu'ils explosaient?
Bah, écoute, si tu veux, les enquêtes menées par les policiers de l'époque, il y a eu quand même pas mal de véhicules. De mémoire, dans la fiche, j'ai mis qu'il y avait jusqu'à 3000 véhicules qui avaient eu des pare-brises explosés, avant, surtout, comme arrière parfois. Donc c'est ça qui est plus surprenant. Parce que tu te dis, le pare-brise avant, il y a pu y avoir, tu sais, un éclat de la route qui a bondi sur le pare-brise, qui l'a légèrement fendillé, avec quelque chose d'invisible, tu vois. Et puis ensuite, il suffit d'un chaos, quelque chose qui va élargir comment dire, la fissure dans le pare-brise. Voilà, donc ça peut être une explication la plus logique, effectivement. Ça peut être parfois des chauds-froids entre le gel, la chaleur, etc. Enfin bon, bref, des explications qui sont rationnelles, mais qui ne s'appliquent pas toujours. Donc il y a ça aussi. On a parfois retrouvé des microbilles de verre dans les voitures, à travers les pare-brises qui ont été brisés. Donc là aussi, il n'y a pas forcément d'explication là-dessus. Donc finalement, il n'y a pas eu vraiment de solution consacrée à ce mystère-là, si ce n'est qu'il a disparu aussi soudainement qu'il est apparu dans les années 50. Voilà. D'accord. Et c'était Donc un vrai mystère. sur tout le territoire des États-Unis ou Alors, c'était quasiment, localisé quasiment tout le territoire des États-Unis. Alors, beaucoup la côte Est. Je crois qu'il y en a eu aussi au niveau de la Californie, donc plutôt la partie sud-ouest. Voilà. Puis on en a eu un tout petit peu en Europe, France, Italie, Allemagne, je crois aussi, de mémoire. Voilà. Par contre, il n'y en a pas eu du tout du côté des pays de l'Est, dans l'ex-URSS, même si effectivement à l'époque, pas beaucoup d'informations ne filtraient derrière le fameux rideau de fer. Voilà. Mhm. Et je suppose que le mode opératoire, c'est toujours le même, c'est-à-dire que c'était pas en roulant que les pare-brises explosaient, parce que là, statistiquement, forcément, il doit y en avoir Tout à fait. tous les jours, toutes les minutes qui doivent exploser. C'était le matin, quand le monsieur, madame, tout le monde se levait et allait prendre son véhicule, le pare-brise était pété. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je me souviens même d'un cas un peu plus troublant qui s'est déroulé en France dans les années 50 aussi, où tu as le propriétaire d'une voiture qui, bien sûr, rentrait sa voiture le soir dans un garage. Dans la nuit, il a entendu un bruit. Il est allé au garage. Il a constaté que dans son garage, donc fermé, la vitre arrière, je crois de mémoire, de sa voiture avait explosé, sans rien. Donc là, évidemment, c'était pas en roulant, bien entendu, mais en plus, il n'y avait même pas de bris de glace occasionnel, de vandalisme ou quoi que ce soit, puisque c'était complètement fermé, tu vois. Voilà. Donc, encore une fois, Alors, un vrai mystère. ouais, si on part sur un côté allez, mystérieux, paranormal du sujet, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, bonne question. Pas des fantômes, je vois pas. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, tu sais, une espèce de spore, de microbes, de pollution, de micro-pollution de l'époque, qui se serait inséré, tu sais, dans le cadre de la fabrication des pare-brises, et qui, à un moment donné, pour une raison ou une autre, je ne sais pas laquelle, peut-être un rayonnement radio, électromagnétique, je ne sais quoi, même si c'était pas très répandu dans les années 50, qui aurait fait que, effectivement, ce pare-brise explose à un moment donné, se fendit, puis explose soudainement. Hmm. Mais tu as eu des rues où il y avait une voiture dont le pare-brise explosait, mais pas d'autres. Hmm. Donc ce n'est même pas, tu sais, quand tu as une contamination, comme par exemple quand une voiture brûle, celle d'à côté finit par brûler aussi, pour faire un clin d'œil à l'actualité récente. Et je l'ai réellement vu d'une fenêtre de chez moi, donc je parle en connaissance de cause. Mais là, non, rien. Il n'y a pas de transférabilité, donc c'est pas quelque chose lié à un virus ou quoi que ce soit. Alors c'est bizarre de parler de virus en parlant de voiture, mais je vois pas d'autre explication. Ah, Qu'est-ce écoute, que moi, ça pourrait être? j'en aurais peut-être une, tiens, sans Ah, connaître alors je pour autant le t'écoute. sujet, mais c'est le principe, tu sais, des verres de cristal, hein, une certaine fréquence qui Ah oui. brise le verre. Mhm. Est-ce que sur cette période, la planète n'aurait pas été traversée par une espèce comme ça d'onde cosmique qui fait que, effectivement, selon la fabrication du pare-brise, aurait fait rentrer en résonance ces pare-brises et les aurait émiettés. Alors tu sais quoi? C'est à peu près l'idée que reprend Jimmy Dilleux dans son roman, justement, en disant que la Terre traverse à ce moment-là dans l'espace une espèce de brouillard un peu magnétique, enfin quelque chose d'assez particulier. Bon, sauf que si on reprend ton hypothèse qui est intéressante, s'il y a à un moment donné une espèce de vibration, ça devrait se communiquer à toutes les voitures qui sont dans le champ de cette vibration. Bien Et sûr. surtout, toutes les vitres devraient exploser, et pas qu'une seule. Tu vois? Donc Après, c'est c'est ça qui est peut-être extrêmement curieux. l'angle, la façon dont elle a été construite, son Il y a peut-être, positionnement par oui, des rapport facteurs qui à... nous échappent, Hmm. tout à fait. Bon, Voilà, en tout cas, voilà, c'est un un sujet vrai mystère.
Très intéressant. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui sont fans de Jimmy Gueux et qui seraient passés à côté de ce numéro 5 de Génération Cité d'Or, il en reste encore quelques exemplaires. Et pour ceux qui se poseraient la question, que devient Génération Cité d'Or? On sort l'ultime numéro, parce qu'après beaucoup de réflexions, de tergiversations, on a décidé de sortir un dernier numéro, un numéro 11. Ça sera au mois de septembre. Et donc, Stéphane aura le plaisir de participer à ce numéro pour clôturer l'aventure Génération Cité d'Or. Tiens, en parlant de Jimmy, Stéphane, est-ce que tu Ouais. sais si il avait envisagé dans ses livres, dans ses romans, la possibilité qu'une IA prenne un jour le contrôle du monde? Alors, à ma connaissance, non. Par contre, il y a un roman qui date de ses premières années qui s'appelle L'ère des biocides. Voilà, c'est ça. En fait, il parle d'un futur cataclysmique où une maladie, en fait, va détruire le cerveau humain. Donc, à terme, c'est la disparition de l'humanité. Et en fait, il y a un inventeur qui crée une machine biologique qu'on appelle des biocides, avec un cerveau cybernétique. Et en fait, il va télécharger la conscience des êtres humains à travers ces biocides pour faire se perpétrer l'humanité. Voilà. À ma connaissance, c'est le seul lien avec l'intelligence artificielle, en tout cas des airs un petit peu, enfin des choses un peu plus robotiques. Voilà, je pense pas qu'il en parle vraiment. Ah si. Alors dans sa chronique, sa série de romans consacrée à Blade et Baker, la série qui se passe dans l'espace, sont des hommes d'affaires qui vivent des tas d'aventures dans l'espace. Bah si, il y a des robots de temps en temps qui interviennent. Voilà, bien sûr. Mais il parle pas d'IA qui prend le pouvoir du monde. Non. Eh bien, écoute, là encore, une fois, on se rapproche de la frontière entre la science-fiction et la réalité, car il y a une délégation de 9 robots, donc avec une intelligence artificielle, qui ont été reçus à l'ONU et qui disent qui prétendent tout simplement que l'IA serait mieux à même de diriger le monde que les humains. Voilà. Ah, tu me Donc, diras, quand on voit le monde d'aujourd'hui, on peut se demander si ce ne serait pas vrai, hein, très franchement. Peuvent-ils faire pire? exactement. Même si le monde était dirigé par un enfant de 5 ans, je pense qu'on ferait pas pire. Ce serait peut-être même plus rigolo. Mais en Ouais. tout cas, ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que, vous voyez, on a parlé pendant toute l'année de robots, on a parlé d'IA, on a vu qu'il y avait des IA qui étaient dans un parti politique, je ne sais plus si c'était en Suède ou en Norvège, au Japon ou en Chine, c'était patron d'une grande entreprise. Donc l'IA arrive un petit peu à tous les niveaux, à toutes les strates de la société. Et là, c'est carrément une délégation de 9 robots qui se pointent. Bon, je pense qu'ils n'ont pas pris la décision tout seuls, hein, c'est leur concepteur qui les a amenés Bien pour sûr. pouvoir discuter de tout ça avec les représentants de l'ONU. Donc c'était vendredi dernier, lors d'un sommet de l'ONU à Genève, pour affirmer qu'un jour, ils pourraient donc diriger le monde bien mieux que les humains. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on parcourt un peu l'article ensemble et puis on réagisse à ce qui s'est dit, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qui vont nous faire réagir. Donc, ces robots, parmi les plus avancés au monde, ont participé donc, aux côtés de plus de 3000 personnes au sommet mondial sur l'IA au service du bien social, organisé par l'ONU. À cette occasion, des experts ont discuté de la nécessité d'élaborer des règles garantissant que ces nouvelles technologies soient au service de l'humanité dans des domaines tels que la lutte contre la faim ou la crise climatique. Donc on est toujours sur les bonnes intentions, hein, sur la robotique et l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, effectivement, il y a eu une espèce de malaise parce que des robots a commencé à déclarer, alors, je ne sais pas comment il parlait d'ailleurs, s'il parlait d'une voix robotique ou pas. J'allais faire le Je petit sais robot, pas, je mais l'ai pas pas entendu. forcément. Quelle tension dans ce silence, a déclaré l'un des robots avant le début de la conférence de presse. Interrogé sur la capacité à diriger le monde, Sophia, un robot développé par la société Hanson Robotics, a été très clair. Les robots humanoïdes peuvent diriger avec un niveau d'efficacité supérieur à celui des dirigeants humains. Nous n'avons pas les mêmes préjugés ou émotions qui peuvent
parfois obscurcir la prise de décision et nous pouvons traiter rapidement de grandes quantités de données afin de prendre des meilleures décisions. Donc là, sur le principe, on est d'accord sur le fait qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est toute sa capacité, hein, c'est cette capacité à traiter des millions, voire des milliards de données très rapidement, C'est chose ça. que, oui, là-dessus, on est dépassé, hein. Ah oui, On peut- complètement, bien sûr, mais c'est le propre de l'IA, c'est qu'elle est là pour nous suppléer, pour nous aider, parce que nous n'avons pas les capacités. Voilà, sauf encore une fois, s'il y a une drogue style Limitless qui nous permette d'accroître nos capacités, tu vois. Mais bon, on n'en est pas là, effectivement. Donc, on a besoin de support, un peu comme une calculatrice peut permettre aussi de faire des opérations qu'on ne peut pas faire de tête. Voilà, bon, même si je sais que le calcul mental est en voie de disparition de plus en plus aujourd'hui, Mm, mm. hélas. Mais bon. Mais par Donc contre, les machines remplacent aussi l'humain dans certaines capacités. Voilà. mais voilà, déjà tout le problème, c'est cette phrase, les préjugés ou émotions qui peuvent parfois obscurcir la prise de décision. Donc, Ouais, j'ai tiqué, moi aussi. voilà, est-ce que réellement les émotions obscurcissent la prise de décision ou rendent humaine la prise de décision? Mais voilà, c'est sûr que ce qui fait de nous des humains, c'est notre capacité à éprouver des émotions. D'ailleurs, quand tu lis des témoignages d'abductés qui te parlent de contact avec des races extraterrestres ou autres, en tout cas, non d'une autre origine, ce qu'ils mettent en lumière, c'est le fait que nous sommes prisonniers de nos émotions et que d'autres espèces ne le sont pas. Et certaines espèces sont même quelque part attirées, subjuguées, intriguées par nos émotions, parce qu'elles ne peuvent pas les ressentir. Tu as des espèces qui sont uniquement analytiques, qui sont comme des espèces de grands calculateurs, tu vois, peut-être des robots biologiques, comme certains le mentionnent, mais elles n'éprouvent pas, elles sont pas capables d'éprouver nos émotions. Alors, ce qui pourrait peut-être expliquer certaines hypothèses liées aux abductions, etc., pour étudier les émotions humaines en croisant nos gènes avec des gènes d'autres espèces, tu vois, hypothèse. Voilà. Hmm. Et c'est vrai que l'IA, ça doit la rendre folle, ça, de la façon de procéder des humains qui parfois défie toute logique. Parfois, on a tout un tas de paramètres qui nous indiqueraient, nous impulseraient de prendre une décision pour un choix A, et finalement, c'est notre émotion qui nous fait choisir le choix B, Ouais, bien sûr. qui est peut-être pas le plus mauvais choix d'ailleurs, hein, en soi, mais l'IA sera incapable de choisir ce choix B parce que c'est pas le plus logique. Voilà, Le c'est ça. plus... Et puis nous, on sait très bien que nos émotions peuvent effectivement nous faire de mauvais choix. On dit très bien qu'on est aveuglé par la haine, mais aussi par l'amour. Donc quand on est dans des extrêmes émotionnels, on n'a plus du tout la clarté d'esprit pour raisonner de manière logique. Mm, mm. Sauf si on est un Vulcain et qu'on vit dans l'univers de Star Trek. Voilà, On n'est pas exactement. des... Donc en fait, tu sais, dans Star Trek, on nous parle de Vulcains. Eh bien, les Vulcains sont des gens qui ne sont pas régis par leurs émotions. Et justement, en parlant donc du fameux salut Vulcain, il a été popularisé par l'acteur qui joue le Dr Spock, Monsieur Spock plus exactement, dans la série Star Trek, la série originale et ses déclinaisons par la suite, en tout cas une partie. Cet acteur, Leonard Nimoy, était d'origine juive et en fait, il se trouve que ce geste-là était un geste qui était en vigueur chez le peuple juif. Voilà, donc ça viendrait de là, justement, ce fameux salut popularisé par Star Trek pour les Vulcains. Voilà. D'accord. Ah, je ne connaissais pas l'anecdote. Intéressant. Donc, Je suis un Trekkie, un fan de ouais, Star Trek, tu t'en doutes. moi, pas forcément. Moi, je suis plus de la team Star Wars Mhm. que de la team Star Trek, mais Bon, après, j'apprécie les quand choses même, bien hein. dans les deux univers, Eh hein, oui. c'est évident, voilà. Mais bon, mais c'est vrai que l'univers Star Trek a peut-être été décliné beaucoup plus longuement, même si l'univers Star Wars est en train de développer beaucoup plus de séries et des films à nouveau, donc l'un va rattraper l'autre, Mm, forcément. mm, exactement. Mm, mm. Allez, on reprend donc avec notre conférence à l'ONU. Cette fois-ci, c'est le robot humanoïde Ameca qui prend la parole pour dire nous devons être prudents, mais aussi enthousiastes à l'idée que ces technologies puissent améliorer notre vie à bien des égards. Donc, en parlant du déploiement de l'IA dans tous les domaines. Quant à savoir si les robots pourraient mentir aux humains, Ameka a soutenu que personne ne pourra jamais le savoir avec certitude, mais je peux vous promettre d'être toujours honnête et sincère avec vous.
Oups. Donc on ne saura jamais seulement en disant ça ou pas, forcément. Voilà. Bon, ben, je crois que on est foutu. Ouais. Donc, Bon, de soyons toute fous les. façon, Oui. oui, non, je disais, on parlait de cinéma tout à l'heure et on n'arrête pas de faire des incursions entre les séries et les films. Bon, bah, évidemment, ce qui vient à l'esprit en parlant d'IA, c'est évidemment toute la saga Terminator, comme tu le sais, où l'intelligence artificielle, à un moment donné, prend le pouvoir, s'empare des armes nucléaires et décide d'éradiquer l'humanité. Voilà, donc tu as quelques résistants qui luttent contre effectivement les cyborgs, enfin pas les cyborgs, les robots, les T-800, les T-1000, etc. Voilà, donc effectivement, allons-nous vers ce futur-là, tu vois. Oui, surtout que la suite de l'article montre que, au final, les IA sont peut-être pas forcément toutes d'accord, elles ne parlent pas toutes d'une même voix. Là, il y a une question qui divise justement ces IA sur la réglementation de leur puissance. Donc, il y en a qui vont être pour et d'autres qui vont être contre. Par exemple, c'est Desdemona, qui doit bien porter son nom, un robot qui chante au sein de la Gem Galaxy Band, qui dit: Je ne crois pas aux restrictions, seulement aux opportunités. Une autre IA, l'AIDA, un robot artiste, dit être d'accord avec ceux qui plaident en faveur d'une réglementation de l'IA, jugeant urgent d'en discuter maintenant. On Donc, ne peut qu'être d'accord. donc voilà, on voit qu'elles sont pas forcément toutes d'accord. Alors après, il y a aussi un autre souci, quoi, notre souci, une autre puissance qu'ont les IA par rapport à l'être humain, c'est leur longévité. Un être humain, c'est 80, 100, allez, 120 ans max. On est programmé pour pas dépasser les 120 ans. Une IA, à aujourd'hui, pensent pouvoir prolonger leur cycle de vie jusqu'à 150 ou 180 ans. Et je suis sûr que dans un siècle, il n'y aura Ah, même plus mais cette question. Ça sera en ad fait, vitam. une IA, elle peut même vivre indéfiniment. Parce que Exactement. qu'est-ce qui Elle se bloque? Qu'est-ce télécharge, qui... voilà. Ben, c'est ça. Voilà, ce qui va la limiter, c'est un, le support, donc les disques durs, le réseau, etc. Et deux, bah, l'alimentation en énergie. Si demain, on s'entre-détruit avec des impulsions électromagnétiques, des bombes nucléaires, etc., bah, de toute façon, il y aura plus de circuit électrique, il y aura plus d'énergie, donc l'IA disparaîtra de toute façon, quoi qu'il arrive. Mm, mm. Voilà. Alors, c'est pas souhaité, hein, mais, mais ça peut être un moyen d'éradiquer cette IA, effectivement, aussi. Voilà. Ouais. Une autre IA disait Je suis heureux de ne pas pouvoir souffrir, en soulignant le fait que les robots étaient privés d'émotion. Alors, déjà, il y a une émotion, quoi. Il y a deux émotions dans cette phrase, hein, Mmh. la joie et la Révélateur. souffrance. Ouais. Mais, ouais, Et voilà. puis, en plus, le fait de ne pas souffrir, est-ce que la souffrance n'est pas aussi un moyen, bah, quelque part, d'évoluer? Alors, je dis pas qu'il faut tout le temps souffrir, mais ça fait partie de la vie humaine. La souffrance est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais une étape obligée aussi, par moment. Donc, et c'est ça aussi qui nous fait croître, qui nous fait, mûrir, et cetera. Donc, le fait qu'une IA ne passe pas par ces étapes-là, est-ce qu'elle est bien placée pour comprendre l'humain et l'aider, tu vois? Mm. C'est ça Ah, aussi, c'est une oui, question philosophique quelque tout part. à fait, dans toutes les traditions, la souffrance fait partie de l'axe de mutation de l'évolution de l'espèce. Au tout début, et voire même de l'apprentissage, au tout début, on a appris que le feu brûlait en mettant la main sur le feu, en disant Et Oups, oui, ça brûle. voilà, c'est ça, c'est l'apprentissage. Ce sont les C'est... étapes de la vie. Alors après, on n'est pas là à dire taper sur vos proches pour les faire évoluer, c'est pas du tout ça, mais Non, non. dans l'évolution humaine, il y a, mais même quand vous êtes bébé, il y a tout un tas de souffrances qui font évoluer. Alors, il paraît que les dents, les pousses de dents quand vous êtes Oui, gamin, c'est ouais, une souffrance que, il paraît. en tant qu'adulte, on ne supporterait plus, quoi. Bon, Ouais, 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 ouais. D'où les bébés qui pleurent, forcément, quand ils font leurs dents. exactement. Donc voilà, ces 9 robots qui sont venus à l'ONU parler au nom des leurs. Alors, je sais pas, moi, ça m'a fait penser à quelque chose, ces 9 robots. Ça m'a fait penser à cette image. Ça te parle? Ou Non, je si, vois pas. Qu'est-ce ou que si c'est? je te mets cette image-ci qui te parlera plus, là, c'est avant
les rois, 9 rois humains avant qu'ils portent leur anneau. Ah oui, bien sûr. Ah bah Ah bah oui, oui, évidemment, on est en Tolkien, l'univers de Tolkien, c'est évident. Surtout que tu as voilà, consacré un numéro spécial il n'y a pas si longtemps que ça, de Génération Cité d'Or. Bien sûr. exactement. Ok. Donc Ouais, pourquoi ouais. une délégation de 9? Vraiment, je me suis posé la question, quoi. Ça m'a fait penser immédiatement à la perversion de l'humanité, selon Tolkien, qui ne peut pas résister au pouvoir occulte des anneaux créés par Ouais, Sauron. tout à fait. Et puis le nombre 9, ça va bien au-delà de ça, c'est que 9, c'est un nombre qui est fini, c'est le dernier nombre à un chiffre, parce qu'après on passe à la dizaine et on commence à deux chiffres. Donc effectivement, on est sur une fin, la fin du premier cycle des neuf nombres, je ne vais pas dire nombres premiers, mais en tout cas des 9 premiers nombres plus exactement. Hmm. Donc c'est un cycle, c'est une fin de cycle, le 9, évidemment. Ouais. Donc est-ce qu'il n'y a pas un message aussi par rapport à ça? La Ouais. fin de l'humanité par les 9 IA qui viennent Hmm. talonner. Voilà, bon, on va essayer de pas le voir comme ça. Et les Cavaliers de l'Apocalypse, ils sont combien? Ils sont quatre. Ils sont 4. Bon, ça Voilà. colle pas. Mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Ah, et puis il y a cette trompette. Bon, d'accord. Ça De marche pas non plus. l'Apocalypse, ouais, c'est ça. Ok. Écoute, Stéphane, moi, ce que je te propose pour conclure cette émission, on va tout simplement regarder le courrier des lecteurs. Alors, je vais vous montrer ce soir donc toute une série de photographies. Alors, vous avez été très inspirés par le ciel, hein, les amis Mi, et je vous remercie de nous envoyer vos photos et vos vidéos. Je rappelle l'adresse, hein, ça sera fait à lejournaldbn@gmail.com, BN comme bonne nouvelle. Vous l'avez dans le sous-titre de la vidéo et dans la descriptif de la vidéo. Donc là, c'est Stéphane qui nous envoie une photo de 2014 qu'il a prise du côté d'Orly. Stéphane, tu nous avais déjà envoyé un certain nombre de photos très intéressantes. Et là, c'est pour rebondir avec celle que j'ai prise, moi, il y a 2 semaines, à côté de chez moi, où effectivement, je voyais un soleil et puis là, une espèce de d'arc-en-ciel sur un tout petit bout de partie de ciel où on ne savait pas trop. La semaine dernière, je vous avais dit que certains d'entre vous m'avaient indiqué que ce pourrait être effectivement des produits chimiques de type chemtrail, et donc la lumière qui viendrait se réverbérer Reflété. Mhm. se refléter, ouais. Et donc la lumière qui viendrait se refléter sur ces produits chimiques et puis qui viendrait se découper en fonction du prisme lumineux. Lui aussi il pense ça, hein, que c'est un phénomène de chemtrail. Voilà. Donc, il m'a envoyé cette photo pour illustrer le sujet. Je pense qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'on soit sur ce principe-là. Oui, c'est une hypothèse, hein, effectivement. De toute façon, on voit bien que le soleil est à droite, hein, à travers C'est ça. l'arbre. Et puis, effectivement, il y a une réverbération à un moment donné sur un nuage. Bon, ça, c'est pas étonnant, puisque le nuage est constitué de particules d'eau. Donc, rien de plus naturel qu'il y ait une réverbération et que ça se transforme en arc-en-ciel avec des couleurs. Voilà, c'est le principe de l'arc-en-ciel, hein. C'est Mm, mm. la lumière du soleil qui passe à travers un prisme formé par les gouttes d'eau, tout C'est ça. simplement. Bon, alors après, effectivement, ce qui est plus intriguant, c'est le fait que ça soit juste localisé sur un tout petit bout de nuage ou une toute petite partie de Ouais. ciel, plutôt que d'avoir voilà, surtout le nuage. Mais je pense que ce mystère-là, il peut être rangé dans la catégorie phénomène explicable. Ah, complètement. Voilà, tout à fait. Alors, la photo suivante, c'est Cathy qui nous envoie cette photo-là, d'un trou dans le ciel. Alors là, je pense que là aussi, c'est peut-être sûrement un phénomène assez courant, mais qui est plutôt sympa. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un vortex. Pour ceux qui ont Mm. vu le dernier Indiana Jones, C'est mon cas. je vous On ne spoil va la pas fin. spoiler. On ne va pas spoiler. C'est trop tard. Vous allez m'en vouloir. Voilà, un petit trou dans le ciel. Allez, j'en dis pas plus. Ah, celui-ci, il est pour toi, Stéphane. Ah Spécial oui, dédicace. ah oui, oui, complètement. Et en plus, c'est vraiment raccord avec ce que j'écris en ce moment, parce que je suis en train d'écrire des textes sur des portails. Voilà, donc c'est intéressant. Je fais quelques recherches là-dessus. Donc là, tu vois, on voit bien qu'il y a un trou à travers les nuages. Enfin, le nuage qu'on trouve sur la droite. Mm, mm. Et Ouais, effectivement, celui-ci. ça fait penser, tu vois, espèce de portail comme ça vers ailleurs. Voilà. Alors bon, après, c'est une formation du nuage. Voilà. On sait très bien que les nuages prennent tout un tas de formes. Et parfois, on projette aussi notre imagination sur ces nuages.
Donc là, tu vois, on voit une espèce de trou. On Ouais, va on pourrait presque voir même y aussi, voir tu un vois. demi-petit gris dans l'absolu, hein. Ouais, mais c'est exactement ce que j'allais te dire. Tu vois, on a une tête un peu allongée en hauteur, et puis tu as le trou d'un un gros œil, alors pas noir mais bleu là, Mm, comme le ciel bleu, et un cou très maigre. Bah oui, effectivement, tu vois, on projette notre imagination là-dessus, et puis on peut voir ce qu'on veut, hein. Voilà. mm, mm. Alors, ce qu'il D'ailleurs, faut, qui n'a pas rêvé étant gamin, tu sais, allongé par terre en regardant le ciel, en regardant passer les nuages, et en se demandant qu'est-ce que je vois là dans les nuages, etc. ouais, Bon, mais on l'a tous fait, ça, c'est notre époque. Les gamins aujourd'hui, ils sont plus allongés dans le ciel. c'est vrai. Quoi, allongés dans l'herbe à regarder le ciel, malheureusement. Alors, la suivante, euh, je la montre aussi. Alors, parce que déjà, elle est rigolote, je trouve. C'est ici, il y a un visage. Donc, on voit les yeux ici, œil de droit, œil gauche, avec ici la marque je sais plus comment on appelle ça, la marque du tigre ou la marque du lion, au niveau de la plissure du front, le Je sais nez, pas. les narines et la bouche. Alors, ça pourrait ressembler aussi à Chewbacca. Ouais, C'est ouais, complètement. voilà, Ouais. On voit qu'il y a des poils, tu vois, un museau avec des poils, c'est quelque ça. Alors, part. on dirait un petit truc un peu poilu. Donc, c'est Marilyn qui nous envoie cette photo. Alors pourquoi je voulais la montrer? Parce que en définitive, même si effectivement tout ça, ce ne sont que des phénomènes de Pareidolie. pareidolie, Mm. euh, ça peut être aussi des événements qui sont importants pour la personne qui le voit, cette pareidolie. C'est-à-dire que ça peut être ce qu'on appelle une synchronicité aussi. Donc un message que la personne va recevoir. Alors ça peut être voilà, dans le ciel à travers des nuages, ça peut être une chanson qui va passer à la radio par rapport à des événements euh, qui seraient arrivés récemment, etc. Donc voilà, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais ça peut vous parler à vous, et peut-être même à vous qui nous regardez, les amis mi. Il y aura peut-être quelqu'un parmi vous qui dira, ah ben oui, mais ça, moi, ça me parle, et du coup, c'est la synchronicité dont j'avais besoin pour avancer sur tel ou tel sujet. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais bon, la montrer parce qu'elle était rigolote et puis aussi faire cette petite parenthèse. Alors, c'est toujours Marilyn. Alors, donc, celle-ci, elle a pris la photo, c'était le 17 février 2023. C'est bien. Elle m'a bien précisé quand est-ce qu'elle prenait les photos et où. Là, est-ce que tu reconnais l'endroit? Alors, bon, évidemment, c'est une église. Alors, je crois que c'est le portail d'entrée de l'église de Rennes-le-Château. Ah là là, mais quelle culture, ce Stéphane Royer! On ne peut rien lui cacher, c'est exactement ça, l'église Sainte-Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. C'est une photo qui a été prise le 10 septembre 2019. Et là, ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que, alors c'est Marilyn hein, toujours qui nous l'envoie, elle a pris deux clichés. Elle a ce cliché-là qui apparaît, où apparaît cette tache de lumière, on essaiera de déterminer ce que c'est, et quelques secondes après, elle Ah, il n'y a reprend plus rien. un cliché, il n'y a plus rien. Donc là, j'avoue, je ne sais pas ce que ça peut être. Alors, elle y voit un cœur. Moi, j'y vois pas un cœur, j'y vois plutôt une paire d'ailes au pire, si on pense Une espèce, à... tu sais, de collier, comme un collier qu'on voit comme ça, ou une bague, tu vois, quelque chose de circulaire. Mais là, on voit quelque chose d'un peu lumineux. À mon avis, ça peut être, tu sais, le reflet de peut-être du flash. Alors, est-ce que la photo a été prise avec le flash? Ce serait intéressant à savoir, ça déjà. Non, Ça peut être justement le reflet. ouais, je pense pas qu'elle ait été prise avec le flash, parce que les deux photos, par contre, ce qu'elle me dit, ont été prises D'accord, dans les mêmes conditions. Et le d'accord. Bon, en flash tout cas, par ça pourrait rapport à être. l'angle, je suis pas sûr. En même temps, tu vois, il fait sombre, donc il peut se déclencher automatiquement aussi, mais bon. En tout cas, moi, ça me fait penser peut-être, tu sais, au passage d'un insecte avec une lumière qui se réverbère dessus, sur des ailes ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est une hypothèse, hein, c'est pas une Mm, mm. certitude non plus, tu vois. Est-ce Oui. que ce serait peut-être une manifestation énergétique liée à ce fameux lieu qu'on estime aussi un peu chargé, entre guillemets? Difficile à dire, tu vois. Mm, mm. Là, on a la pure hypothèse. On est dans la pure hypothèse, effectivement. En tout cas, voilà, ça nous permet de faire un petit clin d'œil à Rennes-le-Château. Mm. Et, et souvent, il y a plein de... Tu regarderas, c'est justement ces manifestations lumineuses, elles apparaissent toujours sur des lieux chargés Ouais, et pas sur tout à n'importe fait. quelle photo. Alors, moi, malheureusement, j'ai pris plein de photos sur des lieux un peu chargés comme ça, et j'ai jamais réussi à en obtenir, tu vois. Je ne vais pas avoir de chance.
ou pas être présent au bon endroit au bon moment. Voilà, ça, j'ai pas pu. Bon, Pareil, peut-être sur dans la le même futur. fréquence. Il y en a qui voient des ovnis et d'autres à côté, des mêmes personnes qui Voilà. voient un ovni, la voient pas. Donc On peut pas tout avoir dans la on vie. peut pas Voilà, tout c'est comme ça. avoir. C'est ça. Allez, je vais vous montrer d'autres séries de photos. Alors, cette série de photos, Stéphane, ce sont des photos que j'ai déjà montrées dans un Mimi, il y a 4 ou 5 épisodes. C'est Cathy qui nous envoie ça, parce que je cherchais des photos que m'avait envoyé Mathieu, son compagnon, dans mon PC, et je retombe, bah, tu sais, la façon dont sont présentées les photos, je retombe sur la série qu'elle m'avait envoyée. Et là, je m'aperçois d'un truc vraiment super bizarre que j'avais pas vu quand on avait présenté les photos à l'écran. C'est ici. Là, honnêtement, quoi, moi, je le vois, c'est là, il y a un visage avec 2 petites cornes, un sourire un peu sarcastique. Ça fait vraiment petit diablotin. Je sais pas si tu le vois. Ah, alors maintenant que tu le dis, oui, ça va pas frapper tout de suite, mais maintenant je le vois un peu plus, ouais, effectivement. Ouais, tu vois, Ah, en fait, c'est fou. on le voit vraiment plus éloigné. Hmm. Et là-haut, c'est pareil. Je vois une espèce de grande entité du vent, tu vois, Éole, qui est là, en train d'être au-dessus de cet arc-en-ciel qui était très bizarre. Alors je veux bien que tu agrandisses parce que là je le vois pas. Alors, quand j'agrandis, on le voit beaucoup moins, ça. C'est vraiment Hmm. quand, tu vois, quand on est Ouais. un peu éloigné, où on a cette forme-là, là, ici, il y a la tête. Mhm. Ici, il y a un bras, un deuxième bras qui est allongé là, et puis le corps qui est à ce niveau-là. Et c'est surtout la tête est Ouais, ici, et on a l'impression qu'il a ce mouvement. d'accord. Alors c'est vrai que c'est moins flagrant pour moi que le précédent, tu vois. Et là, voilà. Alors, ce qui est drôle après, je vais vous montrer la photo d'origine. On le voit beaucoup moins, ça. Ah oui, Il est effectivement. censé être là. Hmm. Là, on voit. Alors, si, il faut vraiment que je dézoome un max. Mais tu vois, quand on a présenté la photo, on ne l'avait pas vue. Vraiment, on avait plus focalisé sur, là, ici, sur l'espèce de dragon qui crache du feu. Bon, voilà. En tout cas, Cathy, quand tu regarderas l'émission, dis-moi ce que tu en penses. Je suis sûr que tu ne l'avais pas vu, ce petit diablotin. Et donc, Mathieu m'a envoyé toute une autre série de photos. Alors, là, il lance carrément un nouveau thème de pareidolie. C'est énorme. Donc là, si je te dis, est-ce que tu vois quelque chose, tu vas me dire, bah non, je vois pas grand-chose. Euh, Non. ouais, c'est ça. Allez, je te montre la photo suivante. Et je reviens en arrière. Est-ce que tu le vois maintenant, le dragon? Donc, il Attends, n'est pas tout à remets fait, la il est pas, précédente. pas tout à fait au même endroit. Donc là, tu as la tête ici, avec le museau. D'accord. Là, tu as le corps, les bras et la queue qui remonte ici. Hop, Mhm. on va le remontrer comme ça. D'accord. C'est pas flagrant quand même, hein. C'est particulier, mais il y a l'ombre. Et là, il tiendrait, ce serait Paris, je crois. Mais ça me paraît. Oui, si, là, c'est la boucle de la Seine, tiens, mais nous, on est ici, là. Ouais, ouais, peut-être. Bon, c'est pas Voilà. flagrant, effectivement, parce que t'as tout autour, en fait. C'est pas Euh, séparé, tu vois, t'as pas d'ouverture. C'est Donc ça demande quand même beaucoup c'est une d'imagination et vision plus. d'esprit analytique, tu vois. Allez, il m'en a envoyé une autre. Euh, Elle est très drôle, celle-ci. Donc là, forcément, vous voyez rien. Alors, d'ailleurs, on le revoit, du coup, maintenant, le petit dragon, là, qui tient Paris entre ses mains. Ouais, 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 un peu plus, ouais. Mm. Allez, je vous montre la petite créature. Ah oui, alors là, oui, là, je le vois beaucoup mieux comme ça. Là, Ah tu vois oui, beaucoup oui, mieux. tout à fait. Ah oui, oui, oui. Ah ok, ah oui, là, c'est beaucoup plus flagrant, au niveau du museau surtout, tu vois. Mm, mm. Waouh, ah, c'est Voilà. marrant. La France reptilienne. Et je dirais l'est de la France, plus Ah bah, exactement. Nord-est. bah, bah, tous reptiliens dans le nord-est. C'est bien connu. Allez, je vous en montre une troisième qui m'a envoyé. Alors là, ça se passe dans les Cévennes. Il a retourné la carte. Donc là, c'est pareil, on voit pas grand-chose, hein. Voilà. Le petit ours des Cévennes. D'accord. Ah ouais, c'est marrant ça. Bon.
c'est vraiment pas flagrant, encore une fois. Il faut vraiment On voit, avoir de on voit, l'imagination pour c'est déceler ça. quelque chose On voit là-dedans, bien tu le vois. pied, là, on voit le museau, la petite oreille. Donc, je Mais, pense il va y avoir un nouveau jeu là maintenant, c'est retrouver les formes sur sur mais la carte de tu la sais à quoi France. ça me fait penser, Antoine? Ça me fait Dis-moi. penser tu sais, au test de Rorschach. Tu sais, ces taches d'encre qu'on utilise en psychologie pour essayer de déceler un petit peu voilà, la psychologie des personnes. C'est ça, en fait. C'est qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu projettes dans ces taches d'encre. Voilà. C'est un peu ça, hein, quelque part, la pareidolie, je vais y arriver. Je pense qu'on projette une partie inconsciente de nous-mêmes, tu vois. Donc, quand Et on trouve des reptiliens un peu partout, faut se poser des questions. c'est ça. Est-ce qu'on voilà, est-ce qu'on projette une partie de nos réponses? Alors après, c'est ce que j'explique, hein, tout le jeu aussi avec cet envoi de photos cette participation que vous faites, c'est qu'à un moment donné, il y a autre chose. Alors c'est pas sur toutes, hein, malheureusement, mais il y a autre chose que de la pareidolie, c'est-à-dire on a vraiment eu ce semestre des photos avec des phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer, même avec une projection mentale. Euh, Allez, pour conclure cette très très belle émission. Ah, là, oui, je vois quelque chose. Ah, ouais, effectivement. Voilà. Pour conclure cette très belle émission, je ne pouvais pas la finir sans euh, le travail de notre ami canadien David Lachance, qui reprend les photos qu'on montre et puis qui, lui, doit les retravailler avec des contrastes, etc. S'il voit Mhm. tout un tas de choses, c'est absolument fantastique. Et, euh, et là, il vient. Mais vous allez voir. Allez, je lance la vidéo, vous allez voir, ça va être assez bluffant. Donc ici, il est en train de nous construire tranquillement le roi de la montagne, le vieux Waouh. de la montagne, même pourrait-on dire. C'est chouette, hein? Ah ouais, effectivement, très beau. Eh bien, cette montagne, elle est encore plus impressionnante. Elle est ensorcelée, cette montagne. Ouais. Dis-moi, elle Ah, se trouve à quel endroit? c'est Bugarache. Ah, bah oui, bah voilà, bah forcément. C'est Bugarache. Et donc, j'ai eu la confirmation, hein, c'est bien une photo prise d'une photo qui traînait sur un mur. Donc, c'est ça qui est très drôle. D'accord. Donc, je pourrais même pas dater la photo d'origine en définitive. Hmm, Et tu vois, voilà, le effectivement. dieu de Bugarache, il est là. Il est vraiment sur toute la montagne. Il y est, hein. Et d'ailleurs, tu sais qu'il est question dans la mythologie de Bugarache de deux nains, je crois, Bug et Arash, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, j'ai un peu oublié l'histoire, mais en tout cas, voilà, il est question de personnages quand même, tu vois. Donc à mon avis, c'est peut-être quelque part une espèce de, je sais pas, d'hommage inconscient à ces nains derrière la légende. Voilà, et puis comme tu le sais, comme moi, hein, c'est que derrière chaque légende, il peut y avoir des choses aussi qui remontent à très loin dans notre passé. Voilà. Mm. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le sujet de l'article que j'avais écrit pour le numéro spécial Tolkien. Tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, très très bonne, très très bon parallèle. Allez, comme tu le constates, on est à la moitié de la vidéo, parce que du coup, il a travaillé sur d'autres photographies que j'ai présentées la semaine dernière. Celle-ci, qui était très chargée. Bon, Mhm. voilà, là, il voit. Alors, c'est pas un ours, c'est peut-être un tamanoir, ou puis un ours, peut-être. Ouais. Un ours canadien, on les connaît pas bien, les Bon, le ours canadiens. tamanoir, c'est un museau très allongé quand Ouais, même, hein. Plus ouais, qu'un ours, là. ouais, c'était plus un ours. C'est Un marrant, ça. nageur. Ouais. Bon, après, il y a toujours plein d'humour hein, dans le bestiaire Mhm. qui nous montre. Vous ferez des Et là, pauses, hein, je vous laisserai faire des pauses. Et là, oui, alors celui-ci, je l'avais pas du tout vu. oula, ah oui. C'est marrant, cette animation, effectivement. Voilà, voilà ce que nous proposait notre ami David Lachance. En tout cas, merci Ouais. David. Vraiment, là, maintenant, on a droit aux animations et tout et tout. C'est la totale. Ça va devenir un sujet au sein même de Bah ta oui, c'est chaîne, ça, hein. parce que en définitive, c'est un ami qui, voilà, qui a participé de lui-même, qui nous envoie ses petites créations. Moi, je trouve ça sympa. Donc, n'hésitez Tout à fait. pas. Bon, mais Stéphane, ça y est, on est arrivé à la fin de cette très très grande émission. J'espère que ça vous a Voilà. plu, les amis. C'est vrai qu'on avait beaucoup de sujets à passer, mais voilà, c'est les vacances. On sait que vous avez un peu plus de temps pour regarder les émissions avec nous. Donc, du coup, on a décidé d'aborder tout un tas de sujets. Voilà, c'était un plaisir de partager cette émission avec toi, Stéphane.
Ah ben, un plaisir partagé, hein. J'ai adoré ces échanges ce soir, voilà. Bon, bah écoute, peut-être qu'avec un peu de chance, on en fera une autre, Ah hein. ben, avec plaisir. Il y aura peut-être effectivement une évolution du format de Mimi l'année prochaine. On verra comment ça va se dérouler, mais c'est vrai que voilà, il y a toujours beaucoup de plaisir de partager cette émission avec plein de monde et plein d'invités. Exactement. Voilà, de la diversité, ça fait De du la bien. diversité. Bon, en tout cas, on se retrouve à la rentrée, Stéphane. Donc, dans Génération Stédor numéro 11, et puis, dans tous les cas, on se croisera sûrement cet automne au festival Echo. Donc, on Et vous le rappelle, hein, ça se voilà, on passe se fera 4 et plaisir à s'y 5, retrouver. ouais, 4 et 5 novembre à Paris. Voilà. Voilà. Et puis pour les Parisiens et les autres, hein, le retour des repas UFO. Ok, eh bien, merci Stéphane, passe de très très bonnes vacances. Merci, toi aussi, et puis bah, bonnes vacances à tous les amis et à la rentrée. Allez, à très bientôt. Ben, à la semaine prochaine pour la dernière. Je vous en dis pas plus. On se voit la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.